Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Veuillez suivre avec nous l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue en compagnie de RTI, c'est François-Xavier Boulet. Megwan, Florian Dai et ça. Pour l'émission On en parle à Taïwan, où ils en parlent à Taïwan, elles en parlent à Taïwan, nous en parlons à Taïwan, et nous sommes là pour une demi-heure autour de ce qui va se passer ou de ce qui se passe à Taïwan et qu'on a envie de partager avec vous. Voilà, donc nouvelle année, nouvelle formule de programmation avec différents animateurs aussi et différentes manières de présenter les activités sur ce qui se passe à Taïwan. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sortie de la semaine au Musée des Beaux-Arts de Taipei. D'accord. Et moi, je vais vous parler de 2 sujets en lien avec les langues. Oui, alors moi je vous parlerai un peu des coulisses d'enregistrement d'émissions. Alors ça peut être aussi ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'on a quand même fait, ou des choses comme ça, comment on fait une émission, ou comment on rate une émission aussi. Je pense que c'est des expériences douloureuses des animateurs de RTI. Pas forcément, mais ouais, là. Et je vais vous parler d'une activité récente qui s'est déroulée dans le sud de Taïwan à Pingdong, chez la tribu Lukai. D'accord. Alors, la sortie de la semaine. Alors, la sortie de la semaine, donc au Musée des Beaux-Arts, qui est situé à Yuanshan, au nord de Taipei, entre le parc et la rivière. Donc c'est un très beau coin, si vous souhaitez vous balader autour, c'est chouette aussi. C'est à côté de RTI. C'est juste à côté de Oui. RTI. Il faut juste traverser soit la nage, soit à pied par le pont. La nage, c'est un peu difficile quand même. J'ai vu des canoës qui passaient par là aussi. C'est vrai. Et donc le musée, pour en revenir au sujet du jour, il a été inauguré en 1983 et c'est le premier musée d'art moderne de Taïwan. Mhm. J'y suis allée le 24 décembre pour le réveillon de Le Noël. jour de Noël. Voilà. C'était déjà l'année dernière. C'était déjà l'année dernière. Ça fait tellement longtemps. Et On voit un thème déchirant comme sujet d'exposition. c'était pour voir un thème qui s'appelait les folles années 80, Mhm. The Wild 80s ou Quang Baling. Donc c'est surtout le bouillonnement intellectuel mais aussi social, politique qu'il y a eu pendant ces années-là. Oui. Dans divers domaines, c'est vraiment une exposition assez large sur plusieurs thèmes. Et l'exposition est en bilingue, chinois et anglais. D'accord. Elle est visible encore jusqu'au 26 février de cette année, donc même si j'y étais allée l'année dernière, vous avez toujours l'occasion d'y aller. Et qu'est-ce qu'on y voit? C'est des tableaux, c'est des livres, c'est présenté comment? C'est assez éclectique? C'est très varié, donc il y a des tableaux, il y a des archives, il y a des audios, il y a des vidéos. Donc c'est divisé en 5 thèmes principaux. Oui. Le premier est sur l'avant-garde et les expérimentations. Donc il y a aussi beaucoup d'archives sur la création du musée des Beaux-Arts de Taipei, puisque c'était en 1983, D'accord. c'est aussi à ce moment-là. C'est pour marquer leur anniversaire, je pense aussi, C'est qu'ils aussi pour organisent marquer cette leur exposition. anniversaire, effectivement. Mm. Et ça parle donc des expérimentations dans différents types de création, de créativité. Mhm. Le deuxième thème, c'est la politique et les tabous, puisque c'est en 1987 que la loi martiale s'est levée. Oui. Et donc il y a une opposition entre la tension, les oppressions du gouvernement d'un côté et cette envie de liberté de l'autre. Donc voilà, il y a d'un côté la partie politique et beaucoup de tabous, et en même temps des revendications pour en sortir. D'accord. Donc ça c'est le deuxième thème. Ils auraient même pu le mettre, alors c'est vrai que c'est pas en français, mais ils auraient pu mettre la politique, virgule, elle est tabou. Aussi. N'est-ce pas? Ça Pas aurait mal. pu faire un Pas mal. sous-thème. Le troisième thème est donc la traduction et l'hybridité, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'il y a beaucoup de publications de traduction, donc de livres étrangers, et des échanges avec l'international, beaucoup de Taïwanais qui se sont rendus à l'étranger pour étudier également, et donc ça influence le foisonnement d'idées de l'époque. Mhm. Et ce qui influence aussi le quatrième thème, qui est local, global et identité, puisqu'il y avait des questions d'identité taïwanaise, chinoise,
comment on se positionne soi-même en tant que Taïwanais par rapport au monde, par rapport à notre identité et à nos valeurs. Donc c'était le 4e thème. Et le 5e a cherché à regrouper un peu tout ça en montrant que tout s'influence, que ce soit les personnes, les environnements, les lieux, les objets. Il y a vraiment une convergence. Voilà. D'accord. Donc, c'est une exposition qui peut se faire en combien de temps? Si quelqu'un veut y aller, par exemple, il faut qu'il passe... à peu près 2 heures, je pense. D'accord. 1 ou 2 Ça heures peut faire selon l'occasion comment... de toute une après-midi en profitant du parc à côté, comme tu disais. Voilà. Et puis, en dehors de cette exposition, il y en a d'autres qui sont également visibles. Il y avait une autre qui s'appelait Walking the Crack, donc marcher la fissure, littéralement, que j'avais beaucoup aimé dedans une œuvre où on voit... Donc c'est un court-métrage où on voit une personne qui marche sur une sangle tendue, une slackline, Ouais. et le paysage, ce n'est pas une forêt ou un paysage urbain, mais l'océan. Et donc la corde est tendue de manière à ce que la personne marche juste sur l'horizon, en fait. D'accord. Et on voit doit être juste impressionnant, l'océan, ça. on voit pas les points d'ancrage de la slackline, et il y a le bruit des vagues comme fond sonore. D'accord. Donc j'avais aimé cette image-là. Mais malheureusement, cette exposition se termine aujourd'hui. Donc si vous y êtes allé, vous l'avez probablement vue. Sinon, je ne sais pas où vous aurez l'occasion de la revoir. Mais je vous Peut-être sur les partage réseaux cette sociaux. image qui m'a plu. Ouais. Voilà. Mais pour l'exposition sur les années 80, est-ce que ça t'a permis de faire une connexion avec la société taïwanaise d'aujourd'hui, à travers les thèmes que tu as pu voir? Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont toujours d'actualité. Il y a aussi beaucoup d'échanges avec Taïwan et le monde. Les questions d'identité sont encore très très présentes en ce moment. Oui. Donc je pense que il y a énormément d'échos des années 80 qui sont tout à fait d'actualité encore en 2023. Donc vraiment une exposition à ne pas manquer en fait, pour connaître Taïwan aussi en fait. Oui. D'accord. Et j'ai apprécié que tout soit intégralement traduit en anglais aussi. Oui, tout à fait. Sinon, je pense que ça va être difficile de comprendre en fait certains concepts pour savoir ce qui se passe réellement en fait. Oui, surtout, même si on parle chinois, parfois on n'a pas le courage de lire Non. tous les panneaux en chinois. Tout à fait. Et des explications dans les musées sont pas toujours très simples non plus en fait. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'y aller. Oui, moi aussi. C'était le but. J'espère que ça vous donnera aussi envie d'y aller. Voilà. Et du coup, c'est accessible donc depuis le métro Vientiane, si vous êtes à métro pas loin de Taipei. Donc c'est à côté du parc ou de l'autre côté du parc Flora. Voilà, Explo. il faut Expo, traverser décidément. il faut traverser le parc et c'est juste Oui. en face. Exactement. Alors, le deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est une activité aborigène qui s'est déroulée récemment à Pingdong, dans l'extrême sud de Taïwan. Cette activité est une cérémonie agricole qui s'appelle, attention, je vais essayer de lire parce que c'est en Hukai, c'est Papua Balriu. Ah, Papua Baluriu. Mais oui, Ok, évidemment. c'est fort, ok. Et en fait, c'est une cérémonie qui encourage les habitants du village de ramener dans le panier traditionnel le millet récolté depuis la montagne. Et D'accord. c'est une cérémonie traditionnelle qui a été perdue en fait dans ce village depuis une 50aine d'années parce qu'il y a une perte de population et ce qui a entraîné la perte de cette culture de millet, alors que le millet constituait l'alimentation principale des Lukai, Et des ça, groupes c'est- de Taïwan. Et cette cérémonie, elle est propre à ce village ou à tous les Lukai? C'est à tous les Lukai, mais c'était perdu, oublié D'accord. depuis longtemps. Et depuis, je pourrais dire, une dizaine d'années, ça fait partie de la volonté des Lukai de reconstituer, de reprendre ce coutume, en fait, pour ne pas perdre cette culture qui est non seulement alimentaire, mais c'est aussi lié à la vie quotidienne des Lukai, parce que la culture des millets, ça rythmait tout au moins la vie des Lukai. Aussi. Et j'imagine que c'est dans des sacs tressés en rotin, peut-être. Voilà, non c'est des sacs tissés. Donc Oui. les garçons portaient sur le dos et les filles portaient plus sur une sorte de panier à la Sur la tête. Sur la tête. Sur la tête, oui. Et en fait, ce village qui a organisé cette activité et a
600 mètres environ et ils étaient transférés depuis la hauteur qui était de 1000 mètres d'altitude avant, mais pour une question de sécurité, ils étaient aménagés plus vers le bas et ils avaient tenté de commencer à cultiver, à reconstituer cette culture de millet. Et cette fois-ci, c'est les jeunes qui ont ramené les millets sont allés voir d'une part, tout d'abord, les anciens du village pour offrir les millets. Et par la suite, c'est, devine qui, on doit donner ces millets. Pas les anciens. Aux dieux. Si c'est pas aux anciens, Non. c'est aux sorciers chamans. Je sais Ou pas aux trop femmes. Non, c'est aux propriétaires qui ont loué bénévolement les terrains pour la culture de millet. Ouais, Et donc, cette cérémonie, c'est un peu pour remercier d'une récolte abondante ou peu importe la quantité qu'on ramène, il y a toujours cette c'est plus cérémonie. symbolique. Ok. Il faut le faire parce que dans le temps, comme c'est assez éloigné le champ et le village, il avait toujours cette cérémonie pour que tout le monde puisse s'entraider et ramener le millet dans le D'accord. village. Donc c'est une activité traditionnelle. Voilà, Et collective, Ok. on pourrait dire. Et on disait que le millet, c'était important pour les aborigènes. Et dans le temps, selon les données officielles, à Taïwan, dans les années 60, on avait encore 6000 hectares de culture de millet. Et à l'époque, il y avait 200 de variétés de millets différents. Apparemment, chaque petit village avait ses propres... Il disait que c'est dans le gène. C'était dans les gènes le millet, mais c'était plus ou moins perdu. Et c'est pour ça, depuis une dizaine d'années, on essayait de retrouver cette culture, et notamment dans la vallée de sud-est de Taïwan, dont il y a beaucoup de villages qui commencent à replanter le millet, même si ça reste très, très peu important en termes de quantité. En fait, je crois qu'on arrive à produire environ 300 kilos de millet simplement chaque année. Ça fait peu, c'est un dixième de la demande. Du coup, la plupart du temps, les Taïwanais vivent encore de l'importation, même les aborigènes qui doivent fabriquer leur alcool de millet avec... Du coup, c'est avec du millet importé qu'ils le font. Des fois aussi, donc ils essaient autant que c'est possible avec la culture locale, bien sûr, mais c'est pas toujours suffisant. Alors on imagine en plus que s'il y a différentes variétés, tu disais presque 200, même plus de variétés de millet, ça doit aussi jouer sur le goût de ce qu'ils font avec en fait. Voilà, je pense que c'est pour ça, je pense que chaque groupe ou chaque village a ses propres méthodes et recettes secrets pour fabriquer leur propre alcool aussi, je pense. Aussi. Et l'une des difficultés pour reconstituer la culture de millet, c'est que les villages commencent à vieillir, comme la plupart des villages éloignés de Taïwan. Donc les agriculteurs n'ont pas forcément la possibilité de lutter contre les oiseaux. Parce qu'apparemment, c'est la première menace de cette culture de millet, si c'est en pente. Du coup, l'organisme agricole de recherche du coin avait mis en place une sorte de robot qui circulent dans les champs, qui puissent chasser les oiseaux. Et apparemment, ça a robotisé, c'est génial. Mais ça a marché pendant 5 jours. Les oiseaux sont intelligents, ils ont compris qu'il s'agissait... Ils sont habitués très vite. Ouais, et du coup, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ils essaient d'utiliser une sorte de filet très fin pour protéger la culture des oiseaux. Mais ça ne marche pas chez tous les aborigènes parce que ça reste coûteux, en fait. D'accord. Oui. Voilà. Okay. C'était par rapport à cette activité et la culture de millet. Eh bien. Et ça, c'est donc à Pingtung, dans le sud de Pingtung, Taïwan. Dans le sud de Taïwan, en altitude vers 600 mètres environ. D'accord. Voilà. Alors, on parle de quoi maintenant avec Sasa ? Oui, je voulais vous parler du concours Eloquentia. C'est un concours d'éloquence organisé depuis quelques années par les professeurs de français à travers le monde et à Taïwan aussi. Et donc, en 2022, il a eu lieu le 17 décembre à l'université Danjiang à Tanshui, en fait, au nord de Taipei. Et donc, grâce à l'émission Les Joies de l'éco-construction et à mon intérêt pour la permaculture, etc., j'étais jury parmi les plusieurs membres du jury, bien sûr, dans le cadre de ce concours. D'accord. Et donc, c'était la première fois que j'assistais à ce concours et vraiment, je voulais en parler parce que j'étais impressionnée par le niveau de langue française des étudiants taïwanais.
Alors il y avait plusieurs. Donc cette année, la thématique c'était l'environnement et la nature. Ouais. Donc voilà, c'est le lien avec la permaculture, etc. Et il y avait plusieurs catégories. Il y avait d'abord la récitation de textes. Il y avait d'autres catégories un petit peu plus compliquées pour les étudiants qui avaient un peu plus d'années d'apprentissage du français. C'était vraiment le débat. En fait, il fallait qu'ils trouvent des arguments et ils ne savaient pas encore s'ils devaient être pour ou contre. C'était juste tiré au sort avant le débat. Donc, et ils débattaient avec, entre eux? Entre eux, ouais, avec des étudiants d'autres universités. Okay. Et ouais, vraiment, j'étais impressionnée parce qu'il y avait certains étudiants qui avaient seulement appris, par exemple, 2 ans de français et qui avaient déjà une très bonne prononciation, qui parlaient très bien. Et je me suis dit, après 2 ans d'études de chinois, je pense pas que j'aurais été capable de faire ça. D'autant plus que c'est un concours qui est assez difficile parce qu'il ne suffit pas de bien parler français. C'est un concours d'éloquence. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment mettre les gestes, regarder le public. Il y a toute une mise en scène en fait. Voilà, il faut vraiment parler pour convaincre. Et puis dans la partie débat, il faut trouver des arguments aussi. Donc ce qui est parfois très, très difficile. Même dans sa langue maternelle, beaucoup de personnes auraient du mal à le faire. Tout à fait. Mais les étudiants savaient en avance les thèmes, les sujets de débat qu'il pouvait y avoir pour préparer. Il y avait 4 ou 5 sujets, mais ils devaient tout préparer. Ils devaient préparer les arguments pour et contre. De chaque sujet. Voilà, et c'était juste tiré au sort quelques minutes avant. Mais en plus, quand il y a un débat comme ça, tu sais pas forcément celui ou celle qui est en face, qu'est-ce qu'il va te donner comme argument. Et toi, tu dois, sur le vif, trouver un contre-argument, etc. C'est pas évident. J'avais assisté à un concours Eloquentia en 2020 ou en 2021 avec Clément. Et justement, on avait fait un reportage. Effectivement, c'est très difficile pour les jeunes de rebondir sur l'argument de son adversaire en face. En fait, chez Mario, c'était vraiment une étape qui était très difficile à franchir. Il y a un côté de préparer en avance les arguments. Il y a l'autre, c'est de pouvoir convaincre pour remettre en question l'argument de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à préparer en avance, en fait. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je voulais dire bravo à tous les participants et aussi aux professeurs, en fait, et aux assistants de langue qui... C'était au niveau universitaire ou à tous les niveaux d'apprentissage du français? Non, c'était au niveau universitaire. D'accord. Ouais, mais il y avait des universités de tout Taïwan, pas seulement de Taipei, bien sûr. Et est-ce que le vainqueur, il peut tout de même participer le concours en France? Parce que l'année où on avait participé, le vainqueur, il pouvait partir en France pour entrer en concurrence avec tous les gens de tous les pays, en fait. Alors cette année, j'en ai pas entendu parler, donc je pense que c'est pas tous les ans, malheureusement. Et puis aussi, il y a 3 catégories. Donc il y avait un vainqueur dans chaque catégorie, puis il y avait même plusieurs prix dans chaque catégorie. Il y a plus qu'une personne qui mérite des prix. Mais non, j'en ai pas entendu parler cette année. Peut-être que c'est avec le Covid, c'est trop compliqué de faire ça tous les ans. Et selon les pays, parfois on peut voyager, parfois on peut pas voyager. Donc, tout à fait. C'est vrai que la finale en France, elle avait eu lieu à l'époque, c'était à l'Académie française ou quelque chose comme ça. Oui, mais je sais pas si le jeune a pu, le champion, enfin on dit pas champion, le premier prix, lauréat a pu y aller justement en raison de Covid, parce que c'était l'année suivante et il fallait, je crois que c'était en mai, quelque chose comme ça, et je sais pas s'il a pu y aller, mais le jeune dont je me souviens très bien qu'on avait interviewé, il a vraiment un niveau excellent en français, et là, par hasard, son CV arrive au sein du RTI pour le service espagnol. C'est pas vrai. Multilingue alors. En fait, il avait remporté le concours en n'étant pas il n'était pas étudiant français. Il était étudiant d'espagnol. Alors donc, ça, c'est jamais vu ça. Deuxième langue étrangère. C'est incroyable. Et puis il avait probablement anglais, peut-être... Anglais, espagnol, français. Et là, il prépare un concours pour la diplomatie. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des personnes de qualité excellente en fait dans ce concours. Ça me fait une superbe transition. Parce que en fait j'allais justement parler des passerelles entre les différentes langues. Donc là, dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité actuellement, il y a une série sur la diversité linguistique et je suis en train d'interviewer Yohan Goudin qui est un spécialiste du mandarin du taïwanais et il est vraiment didacticien. Donc
Ce qui l'intéresse, c'est comment on enseigne les langues. Et souvent en France, on enseigne les langues de manière assez théorique et aussi selon une prononciation standard. Or, quand on arrive dans n'importe quel pays, que ce soit en France, à Taïwan ou ailleurs, en France, par exemple, il y a différents accents. Et si on a appris avec le français avec l'accent parisien, ça peut être difficile de comprendre avec l'accent de Marseille ou de Strasbourg. Et à Taïwan, c'est encore plus difficile peut-être parce qu'il y a carrément plusieurs langues. Il y a le taïwanais, le hakka, etc., qui sont des langues signitiques aussi, mais très différentes du mandarin. C'est pas des dialectes, c'est vraiment des langues. Et en revanche, donc d'après Johan Goudin, il y a des passerelles entre ces langues. On peut apprendre plus facilement le taïwanais si on parle le mandarin ou même le hakka, etc. Donc en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous faire découvrir à travers la pratique, ces différentes passerelles pour nous aider, en fait, nous donner quelques clés qui marchent peut-être pas à 100%, mais au moins dans 70% des cas pour réussir à décoder, en fait, et passer plus vite d'une langue à l'autre. Donc c'est peut-être cette méthode-là que ces lauréats avaient suivi entre français et espagnol. Mais c'est vrai que ce sont des langues qui sont quand même proches des langues romanes, et que je suis sûre que pour un Taïwanais ou quelqu'un qui parle une langue aussi éloignée du français, connaître le français aide beaucoup à apprendre l'espagnol et vice-versa. Oui, mais en fait, souvent, c'est pas comme ça qu'on aborde l'enseignement. Par exemple, on apprend le français de A à Z, on apprend l'espagnol de A à Z, mais on ne met pas toujours l'attention sur, justement, les similitudes, les passerelles, etc. Et donc, justement, c'est ce que fait Johan Goudin. Et si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés qui sont à Taïwan, à Taipei, pardon, qui sont intéressés par un stage intensif pour apprendre le taïwanais. Si vous parlez déjà un peu mandarin, vous n'avez pas besoin de parler couramment, mais il organise un stage intensif le week-end du 28 février, donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous mettra en contact avec lui aussi. D'accord. Je pense que c'est une méthode qui peut même être très intéressante pour les jeunes taïwanais qui sont éduqués en mandarin et qui a des notions très faibles en taïwanais. Ouais. Et je pense que ça facilitera beaucoup l'apprentissage, surtout chez les écoliers. Je vois que les écoliers peinent vraiment en fait à apprendre quelques phrases en taïwanais une fois par semaine. Et c'est pas du tout quelque chose de constructif dans l'enseignement. En fait, c'est des phrases par-ci, des phrases par-là. Et du coup, une petite chansonnette à droite à gauche. Voilà. Et du coup, c'est très difficile pour les jeunes de vraiment apprendre cette langue. En fait, c'est justement histoire de faire de taïwanais à l'école. Et du coup, ce genre de passerelle, c'est vraiment intéressant en fait sur le plan pédagogique. Oui. Mais du coup, d'après ce que disait Johan, pour lui, le plus efficace, c'est de faire 3-4 jours en immersion, en stage intensif, et ce qui permet de donner les bases, de comprendre les mécanismes, et ensuite on peut continuer à apprendre tout seul, par soi-même en fait, au lieu de suivre des cours pendant des années avec un professeur, etc. Ouais. Donc c'est vraiment donner des bases qui permettent de décrypter par soi-même plus facilement. Intéressant. Se retrouver au milieu de la piscine sans savoir nager et sans bouée. Mais après on s'est débrouillé. Soit tu coules, soit tu survis, et puis c'est bon. Non, tant que le professeur est là, on coule pas. Mais après, normalement, il nous a donné les moyens au moins de trouver une bouée, peut-être. Voilà. Comment trouver la bouée. C'est intéressant, ouais. En tout cas, je vais essayer de le suivre et je vous dirai si ça... Ah bah, il y aura une suite, voilà. Alors. C'est voilà, bien. je vous parlerai en taïwanais après. D'accord. Moi, j'avais envie de conclure aujourd'hui avec des expériences ou des mésaventures pour préparer une émission. Voilà, donc on sait que quand on prépare une émission, bien sûr, il faut le sujet, la thématique. Il faut après avoir la personne interviewée si c'est un reportage. Ça peut être à l'extérieur. Et quand on arrive sur place, qu'on a tout prévu, qu'on tend le micro vers la personne interviewée, qu'on parle, on pose les questions, c'est fort intéressant les réponses, et qu'au bout de 2 heures, on rentre à la maison, on s'est rendu compte qu'on avait oublié d'allumer la pile du micro. Bah, ça veut dire qu'il n'y a aucun son qui est rentré dans la boîte. Alors, ça m'est pas arrivé à moi, mais moi, il m'est arrivé autre chose. Je pense que le fait que tu parles de ce sujet, oui. Là, aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des aventures... C'est arrivé récemment. Suivez notre regard, alors on n'est pas en vidéo. Je ne sais pas de qui vous parlez. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, par exemple, Florian? À peu près la même mésaventure, mais c'était dans un studio et j'avais juste oublié d'appuyer sur play. Ah oui.
Donc il était en enregistrement sur pause, alors que ton invité était déjà en train de parler, quoi. Alors j'ai eu la chance de me rendre compte avant de rentrer chez moi. Oui. Et de pouvoir recommencer. Heureusement, la personne était très compréhensive et elle a eu la patience de répéter ce qu'elle m'avait dit. Les 15 premières minutes, donc c'était pas 2 heures non plus, heureusement. En général, ça devient plus condensé lorsqu'on parle même chose de la deuxième Après, fois, en fait. Tout le superflu était déjà éliminé, donc ça a facilité le montage. On va pas dire qui. Alors moi, il m'est arrivé un truc, j'étais vraiment mal à l'aise. J'ai appelé quelqu'un par un autre nom pendant toute l'interview. Oups. Et la personne est très polie, il m'a rien dit. Ça, à la fin, il m'a dit, vous savez, je suis pas Monsieur Luo, je suis Monsieur Leo. Ah oui, ça peut faire une différence. Et je l'ai appelé Luo pendant toute l'émission. J'étais quand même un peu mal. Mais le pire qui me soit arrivé, c'est interviewer le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le dernier avant la rupture diplomatique. Donc on l'a interviewé 8 mois avant la rupture diplomatique. Il était à Taïwan. Le pays n'allait pas rompre de relations diplomatiques avec Taïwan. Je me rappelle, je lui avais posé comme question, cette année, c'est la première fois que le Burkina Faso ne se prononce pas en faveur de Taïwan à la tribune de l'ONU. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Parce qu'on venait de changer pendant plusieurs dizaines d'années du gouvernement de Compaoré aussi, ça changeait beaucoup sur place. Oui. Il disait non, c'est une nouvelle manière de défendre Taïwan parce que parler à la tribune, c'est pas forcément efficace. Du coup, il avait Donc écrit on une avait lettre. envoyé une lettre co-signée avec d'autres personnes et c'était tellement efficace que 8 mois plus tard, le Burkina se rapprochait de Pékin. Oui, et pendant l'interview. Mais pendant l'interview, c'était... Je crois que j'étais là, non? Pas dans la salle avec moi ce jour-là parce que c'était un jour férié, c'était pile le 10 octobre dans la fête nationale parce que c'est à cette occasion qu'il était ici. J'étais au studio, il y avait un ingénieur qui m'aidait à faire les réglages et puis j'étais content de le recevoir. Alors, quand on reçoit un ministre, on met quand même costume cravate. Je rentrais plus dans mon costume de mariée qui est le seul que j'ai. Du coup j'avais pantalon et puis une veste un peu dépareillée. Le pantalon était un peu serré. Et ce qui devait arriva, j'entendais un poc, toc, 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 le bouton s'est fait la malle pendant l'interview. Et je me suis dit, il faut que je me rappelle quand je me lève de ne pas me retrouver en caleçon devant le monsieur le ministre parce que j'avais vraiment perdu le bouton du pantalon au milieu de l'interview. Et puis du coup, j'ai essayé de me tenir qu'à un cas comme on pouvait. Et heureusement que tu as la veste qui tombe sur le pantalon, donc ça se voyait pas même sur la photo, mais j'en menais pas large, on ne sait jamais ce qui va. Un accident vestimentaire de ce calibre-là, je pense que ça arrive qu'à moi, quoi. C'est quoi le conseil aux jeunes journalistes? De porter jamais des vêtements trop serrés? Voilà, on va peut-être dire, ou avoir un costume de secours. Voilà, et une autre aussi, et là tu étais avec moi, on a interviewé, c'était encore aussi, c'était avec le Burkina Faso, décidément les liens sont proches, on interviewait l'ambassadeur qui était depuis 19 années le doyen des ambassadeurs à Taïwan et qui repartait chez lui. On l'avait interviewé en format vidéo, adorable, parce qu'on avait prévu de l'interviewer une demi-heure, on est resté 2 heures, il racontait plein d'anecdotes, vraiment très très sympa. Et Monsieur Sawadogo, Jacques Sawadogo pour ne pas le nommer, et on commence l'émission. Alors on le rassure parce qu'il dit que c'est la première fois en 19 ans de présence à Taïwan qu'il était interviewé en format vidéo, donc il passait à la télé. Alors il avait un brin de maquillage, tout ça avant, puis il était un peu stressé. Il a dit ça se passe bien, vous allez voir, on n'est pas en direct. Je pose la première question, mon téléphone sonne, parce que bien sûr un téléphone ça se met sur silencieux, surtout quand on est animateur et qu'on est censé le savoir, quoi. Et du coup il a fallu recommencer, et puis finalement ça l'a détendu tout de suite. Alors c'est moi qui étais stressé, et c'était lui qui était complètement détendu, relâché. Du coup, tous les accidents ont des retours retombés inattendus. N'est-ce pas? Voilà, moi maintenant je sais que je vais faire très attention à surveiller la ligne de son à chaque interview. Oui. Je pense que vous allez peut-être être aussi un peu plus vigilant grâce à moi. Voilà. Mais après, c'est un sujet qui pourrait faire avec un bêtisier, on pourrait en parler des heures évidemment, même si l'émission touche déjà à sa fin. Non, je disais, comme on dit en permaculture, il faut essayer de faire des problèmes une solution, en fait, parce qu'on a vu tous ces problèmes finalement, on a pu trouver des solutions. Pour rester dans la permaculture, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est « chaque fois que je me plante, je pousse ». Ah bah oui, tout à fait. C'est bien aussi. C'est sur cette parole de sagesse que s'achève l'émission On en parle à Taïwan, qui vous était présentée par Meng Wang,
Florian Dai, Sasa et François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute.